Bonjour, voici la séance 3 du chapitre 4 de Géo, l'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud. Alors, nous passons dans la dernière partie au petit 2, les dynamiques territoriales des États-Unis et du Brésil, ce qui correspond à l'exercice que vous deviez réaliser. Alors, commençons tout d'abord par les États-Unis, une organisation tripartite du territoire. Voici la légende du croquis de géographie, divisé en 3 parties, les contrastes de l'organisation du territoire, que vous voyez donc ici, ensuite les pôles et réseaux structurant l'espace américain et les dynamiques du territoire en lien avec la mondialisation. Alors, tout d'abord, donc commençons par les contrastes de l'organisation du territoire. C'est ce qui apparaît surtout sur cette carte. L'espace le plus important est donc le nord-est, représenté en rose ici. Je mets une petite croix, voilà. Le nord-est donc des États-Unis, c'est le centre de la puissance américaine. Alors, dans cette séance, je vais rajouter des informations qui ne figurent pas sur cette carte et donc que vous ne pouvez pas indiquer dans votre description, sauf si vous aviez réalisé des recherches. Alors, ce centre de la puissance américaine est caractérisé par des lieux de décision, avec les sièges des FTN, les plus importantes au monde. On y trouve également des activités financières et intellectuelles. Vous voyez également ce cercle violet qui se trouve donc ici, voilà, ici, là, le cercle violet donc représente la mégalopole états-unienne ou mégalopolis, qu'on appelle aussi la Boswash. Donc c'est cette grande région urbaine composée de plusieurs métropoles, donc entre Boston au nord, donc ici, et Washington plus au sud, donc sur 800 km avec près de 70 millions d'habitants. Deuxième sous-ensemble, deuxième espace important, la Sunbelt que vous avez donc en jaune ici, donc au sud, la région la plus dynamique. Donc on peut dire que c'est un arc composé de 15 États, puisque les États-Unis sont une fédération d'États, qui va donc au nord-est de l'État de Virginie, donc ici, voilà, jusque le Pacifique au nord-ouest. Donc vous voyez la ville de Seattle ici, c'est l'État de Washington, à ne pas confondre avec la ville de Washington qui correspond au district de Washington. Alors, cette Sunbelt, au sud donc, se caractérise par une douceur hivernale, une importante croissance de la population que l'on verra tout à l'heure. Donc ça représente à peu près 4 Américains sur 10 actuellement. Un fort dynamisme économique marqué par des industries de pointe, l'agrobusiness et le tourisme. On y trouve, vous voyez ici, 3 en pointillé, alors 3 mégalopoles en formation, en pointillé violet. Donc vous avez au nord-ouest, autour de Seattle, donc la mégalopole, la première, la plus importante en formation également, la mégalopole, ici je mets une petite croix blanche, mégalopole californienne, et puis
au Texas, la mégalopole entre Dallas au nord et Houston au sud. Vous avez également autre espace, celui de l'intérieur. Alors, composé de deux parties en vert, il s'agit des grandes plaines, et puis en vert bouteille, on va dire, ou vert clair, comme vous le voulez, vous avez les rocheuses, et puis ici, cette partie-là, qui se situe donc au nord-ouest du continent américain, donc à l'ouest du Canada, l'Alaska. Alors, c'est un espace peu peuplé, composé surtout de champs exploités par les farmers américains, donc on y retrouve les ressources naturelles, donc cette région qu'on appelle les Grandes Plaines. Donc ici, je mets une grande croix blanche. Donc ces grandes plaines américaines sont le grenier agricole des États-Unis et du monde. Et puis vous avez donc les Rocheuses, qui se trouvent par ici, voilà. Correspond donc de petites régions minières, agricoles, touristiques aussi avec des parcs naturels, et puis l'Alaska dont j'ai parlé tout à l'heure, on y trouve des hydrocarbures et des forêts. Autre élément que l'on peut observer sur cette carte, d'après la légende, donc il y a des pôles et des réseaux denses. Alors, les États-Unis sont l'exemple d'un territoire maîtrisé, comprenant un réseau de voies terrestres denses, avec beaucoup d'autoroutes, et puis voies de chemin de fer, et des voies fluviales qui sont représentées ici, donc, par exemple là, donc en bleu là, autour donc du Mississippi, voilà, qui se jette ici dans le golfe du Mexique, voilà, en Louisiane, et ses affluents. Il y a une concentration de population dans les mégalopoles et les métropoles, et les pôles de commandement. Les États-Unis sont un pays, comme vous le savez, de très forte urbanisation. Près de 90% des Américains vivent dans les métropoles. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. On passe à autre élément de la légende, les dynamiques du territoire en lien avec la mondialisation. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce croquis, donc il y a 3 métropoles mondiales, donc New York, Los Angeles, Chicago, Chicago donc dans la région des Grands Lacs au nord des États-Unis. Ces métropoles mondiales concentrent les activités de commandement avec les sièges des FTN, les firmes transnationales. On y trouve les quartiers d'affaires, les CBD, Central Business District, et elles ont une influence à l'échelle mondiale dans les domaines politiques, économiques et culturels. On voit également une ouverture sur le monde avec les interfaces maritimes, représentées en bleu avec les petits crans bleus là, un petit triangle bleu là. Donc vous avez la façade maritime ici atlantique. Vous avez également la façade maritime pacifique au large de la Californie, et puis celle du golfe du Mexique au large de Houston. Voilà, ici. Autre élément de cette dynamique du territoire américain, les flux, les régions frontalières actives. Alors vous voyez à la frontière avec le Mexique, vous avez donc des villes jumelles
séparés par la frontière et le mur entre les deux pays, donc développé depuis les années 90, et qui fait polémique avec les propos de Donald Trump dont on a déjà parlé. Alors, ces villes jumelles, vous en avez trois notamment. Alors ici, j'entoure les deux villes. Alors du côté américain, San Diego, du côté mexicain, Tijuana. Vous avez donc également ici la frontière, voilà, du côté américain, vous avez El Paso, et puis côté mexicain, Ciudad Juárez, et puis enfin, vous avez donc ici deux villes, donc la ville américaine Laredo et du côté mexicain Nuevo Laredo. Alors, ces villes jumelles, en fait, forment des agglomérations, des conurbations, c'est-à-dire qu'elles dépendent l'une de l'autre. Alors pourquoi? Parce que vous avez des populations surtout mexicaines qui passent du côté américain, mais aussi dans l'autre sens. Vous avez donc des étudiants, notamment mexicains, qui vont étudier dans des universités américaines, donc de l'autre côté. Donc il y a des points de passage qui permettent à ces étudiants de circuler, évidemment. Donc vous avez le cas, par exemple, ici à El Paso, l'université américaine qui accueille beaucoup d'étudiants mexicains, et puis surtout, du point de vue industriel, vous avez des entreprises américaines qui se sont délocalisées au Mexique, donc dans les villes jumelles, juste à la frontière. On les appelle les maquiladores, maquiladoras en espagnol. Et aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération de maquiladoras. Au début, on avait surtout des entreprises avec une main-d'œuvre peu qualifiée dans le domaine du textile, puis on est passé au domaine électronique avec une main-d'œuvre un petit peu plus qualifiée. Maintenant, on a des entreprises de technologie avec une main-d'œuvre qualifiée et toujours une main-d'œuvre quand même moins chère qu'aux États-Unis, ce qui permet à ces entreprises de faire toujours des bénéfices, mais elles souffrent maintenant, évidemment, de la concurrence d'entreprises délocalisées en Asie notamment, en Chine, Bangladesh, Philippines, etc. Nous passons maintenant, alors oui, dernier élément, sur cette dynamique du territoire, les flux migratoires majeurs. Donc vous voyez ici les flèches violettes. Donc évidemment, l'immigration clandestine mexicaine et puis d'Amérique latine aussi, très très importante, d'où le mur construit par les États-Unis pour fermer la frontière à ces clandestins. Et puis vous avez également la frontière aussi du côté Pacifique, voilà, l'ouverture vers le Pacifique, avec les importations de produits notamment asiatiques et chinois. Et puis ici, là, voilà, l'ouverture atlantique, notamment. Nous passons alors à quelques documents pour illustrer ce que l'on voit sur le croquis. Donc vous avez ici une photo des champs cultivés dans les grandes plaines américaines du côté de l'Indiana. Donc je vous avais indiqué qu'il s'agit du grenier des États-Unis. On y produit énormément de céréales. Donc voilà. Les métropoles américaines, donc avec le classement en nombre d'habitants, donc les trois villes mondiales, New York, Los Angeles, Chicago. Alors, on ne va pas reprendre tout ce qu'il y a sur ce tableau, mais on peut quand même noter surtout la croissance. Alors, 2000-2010, mais
elle est à peu près équivalente entre 2010 et aujourd'hui, et les villes qui ont une population qui augmente le plus sont les villes surtout du sud, de la Sun Belt. Donc vous avez Atlanta, hein, Miami, Houston, Dallas, hein, les villes notamment du Texas. Ici, l'attractivité des interfaces maritimes avec, en Californie, près de Los Angeles, le port de Long Beach. Alors, vous avez, en ce qui concerne les métropoles brésiliennes, je vais y revenir avec la description du croquis du Brésil. Les métropoles brésiliennes, donc les plus importantes, Sao Paulo et Rio de Janeiro. Sao Paulo, donc son agglomération, 21,6 millions d'habitants, et près un petit peu plus de la moitié de la population de Sao Paulo, Rio de Janeiro. Vous voyez qu'après, hein, les écarts sont vraiment très importants. Donc on passe petit b, donc le Brésil, une conquête territoriale inachevée. Alors, vous deviez donc décrire ce croquis, hein, des dynamiques territoriales au Brésil, et je vous avais demandé de mettre l'accent sur la notion de centre-périphérie. Alors on peut observer, hein, que ce pays fait l'objet d'un inégal développement, ce qui a engendré des déséquilibres importants entre les régions, et on va voir cela maintenant. Alors, tout d'abord, donc on va décrire ce croquis à partir, donc ce que vous avez dans la légende, des différentes régions. On commence tout d'abord par le sud-est, donc, et le sud. Donc le sud-est ici en rouge, voilà, je mets une croix là, ici, et puis le sud ici en orange. Voilà. Donc ce sont les régions les plus dynamiques qui représentent plus de la moitié de la population. Comme pour le croquis sur les États-Unis, je rajoute des informations. Peut-être que vous aviez fait des recherches, sinon en tout cas, hein, je vous donne quelques caractéristiques, hein, pour compléter ce croquis. Donc plus de la moitié de la population vit dans ces deux régions. Ces deux régions produisent plus des 4/5 du PIB ou PIB, comme on dit aujourd'hui, industriel. Donc c'est vraiment le cœur industriel du Brésil. Elles ont une agriculture performante aussi, avec de grandes cultures d'exportation. On y trouve 2 des 3 principales métropoles de décision au Brésil, donc Sao Paulo et Rio de Janeiro. Sao Paulo, donc, c'est le moteur du pays, on pourrait dire la capitale économique. On a vu 21,6 millions d'habitants. Elle dirige la plus vaste région donc industrielle de toute l'Amérique latine. Hein, c'est une métropole donc industrielle et tertiaire, hein, qui a donc une dimension mondiale aujourd'hui, donc qui commence à concurrencer les métropoles mondiales des pays développés. Quant à Rio, c'est une ville ancienne, c'est l'ancienne capitale du Brésil jusqu'aux années 1960. Puis il y a eu une période de déclin, mais aujourd'hui, c'est une métropole qui renaît grâce au développement d'industrie, du tourisme, et puis on a découvert, hein, il y a quelques années, du pétrole au large de Rio, donc dans l'océan. Ensuite, nous passons à une autre région, ici en jaune, je mets une croix là, voilà, croix blanche, le nord-est. C'est la région la plus pauvre du pays, avec notamment le Sertão, que vous voyez ici, qui est une région désertique. Donc, région également marquée par l'esclavage dans son histoire. C'est là qu'ont été implantés la canne à sucre, des champs de canne à sucre,
au XVIe siècle. La ville la plus importante, Salvador de Bahia, c'est l'ancienne capitale du pays. Le nord-est aujourd'hui connaît de profondes transformations et dépend beaucoup de la région du centre que vous avez donc à l'ouest, ici, là, autour de Brasilia. Et c'est de cette région qu'elle reçoit des investissements. Nous passons maintenant à l'ouest avec deux régions, l'Amazonie et puis ici l'ouest, avec la région ici du Mato Grosso. Alors, ces deux régions sont des régions pionnières qui attirent les hommes et les investissements. Alors commençons par le centre-ouest avec donc le Mato Grosso notamment, c'est la ferme du Brésil. On y trouve les cultures du soja OGM, c'est-à-dire transgénique, de l'élevage bovin extensif, donc des cultures agricoles développées aussi pour les biocarburants, notamment du bioéthanol à partir de la canne à sucre. Et c'est une région qui a subi une forte déforestation depuis beaucoup de décennies. C'est dans cette région, donc du centre-ouest, qu'a été créée de toutes pièces la capitale du Brésil, Brasilia, en 1960. L'objectif était de valoriser l'intérieur du pays. L'Amazonie, donc ici, très grande région, c'est l'immense bassin hydrographique, largement forestier, donc c'est le front pionnier actuel du Brésil, comme vous pouvez le voir avec ce trait vert avec les petits triangles verts, donc c'est ça le front pionnier, donc on avance sur la forêt amazonienne, donc la conquête date surtout des années 60, à partir des années 60, il y a eu un vaste mouvement de déforestation, construction de routes, de la ville de Manaus également. On y trouve beaucoup de ressources qui sont exploitées par des groupes privés, de l'élevage extensif aussi. Il y a eu tout un mouvement de protection de l'Amazonie jusqu'à ces dernières années, mais on assiste à un arrêt de la protection de cette forêt depuis l'élection du nouveau président Bolsonaro, qui pour lui, l'environnement est secondaire par rapport au développement économique, donc qui permet à nouveau l'exploitation de cette forêt. Également, il y a le problème de la reconnaissance des territoires et des cultures indiennes en Amazonie, plus le problème des paysans sans terre face aux entreprises privées dans cette région. D'ailleurs, la ville de Manaus, dont j'ai parlé tout à l'heure, est l'une des villes les plus violentes au Brésil. Alors, quelques documents pour illustrer ces propos. Vous voyez ici donc des champs de soja sur les hauts plateaux du centre-ouest du Brésil. Donc si vous vous rappelez une séance précédente, le Brésil est l'un des premiers producteurs de soja au monde. Vous avez ici l'embarquement toujours du soja au terminal Cargill, donc entreprise américaine, sur le fleuve Amazon. Donc on vous dit dans le commentaire que cette FTN américaine dans Cargill, première société agroalimentaire au monde. Vous avez ici la plus grande mine de fer du monde, la mine de Carajás, donc exploitée pour la firme Vale, dont j'avais parlé auparavant, donc cette FTN spécialisée dans l'exploitation du fer.
Voilà, deuxième producteur mondial de fer. Donc cette photo vous montre cette mine gigantesque. Alors, les sujets que vous pouvez avoir donc au bac, donc évidemment, comme vous n'aurez pas d'épreuve écrite, ça peut être une évaluation quand on se retrouvera. Donc il y a plusieurs sujets de composition. Premier sujet possible, continent américain, entre tension et intégration régionale. Ensuite, un sujet États-Unis-Brésil, rôle mondial. Et enfin, troisième possibilité, États-Unis-Brésil, les dynamiques territoriales, donc ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Vous pouvez avoir aussi deux croquis, les dynamiques territoriales aux États-Unis ou alors les dynamiques territoriales du Brésil et évidemment un ou deux documents sur ce chapitre qui est donc terminé.